Donc, dans le cadre de notre cours de comptabilité générale, aujourd'hui, nous allons voir les opérations commerciales avec l'étranger. Alors, nous en avons déjà parlé, par exemple, lorsque nous avions vu le cours sur la TVA, mais là, nous allons, indépendamment de la TVA, voir des cas concrets en plus, c'est-à-dire notamment, évidemment, tout ce qui tourne autour des devises. Donc, on va voir les enregistrements, des illustrations et le cas particulier des emprunts en monnaie étrangère. Donc, les enregistrements. Alors, tout d'abord, lors de la réception, ou de l'envoi d'une facture, puisque évidemment, cette histoire d'opération commerciale avec l'étranger, évidemment, ça marche dans les deux sens, à l'achat et à la vente. Donc, lors de la réception ou l'envoi d'une facture, les enregistrements des achats ou des ventes en devises étrangères doivent être convertis en euros au cours du jour de réception pour les achats ou d'envoi de la facture pour les ventes. Puisque vous le savez, j'espère, on en a parlé dès le premier cours, vous savez, sur les principes fondamentaux, vous devez convertir tout en euros, d'accord ? Donc, je répète, les enregistrements des achats ou des ventes en devises étrangères, donc pour nous hors euros, bien sûr, doivent être convertis en euros au cours du jour de réception pour les achats ou d'envoi de la facture pour les ventes. Alors, je vous rappelle que pour les exportations, il n'y a pas de TVA. Et que pour les importations, il y a des écritures de TVA lors du dédouanement. On va voir ça en détail, même si ça aussi, nous l'avons vu dans un cours particulier. Alors, à l'inventaire. À l'inventaire, qu'est-ce qui se passe ? À la date d'inventaire, toutes les dettes et les créances libellées en monnaie étrangère doivent être actualisées, c'est-à-dire converties en euros sur la base du dernier cours connu à la clôture des comptes. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? C'est que pendant, exemple, au mois de, début décembre, par exemple, vous achetez quelque chose à un client, un fournisseur américain que vous devez payer en dollars. En décembre, début décembre, quand vous enregistrez la facture, vous devez l'enregistrer en achat, mais transformé en euros, libellé en euros. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc vous allez convertir le 1er décembre les dollars en fonction du cours de l'euro ou du cours du dollar en euros le 1er décembre. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Sauf que si vous n'avez pas réglé le jour même, ça veut dire que vous avez une dette envers le fournisseur américain. Est-ce que c'est d'accord ? Le problème, c'est que le 31 décembre, ça veut dire que cette dette, par définition, comme vous ne l'avez pas payée, elle reste existante. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Et ce qui se passe tout le temps, bien sûr, j'ai pris un mois exprès. Est-ce que vous imaginez que le cours du dollar en euros, un mois plus tard, c'est plus le même que le 31 décembre, par exemple, c'est plus le même que le 1er décembre. Conséquence, évidemment, ça veut dire que ça va changer. C'est-à-dire que le montant, dans ce cas-là, que vous devez au fournisseur américain, converti en euros, va changer à cause de la modification du taux de change. OK ? Donc, conséquence, des écarts peuvent apparaître par rapport au montant des dettes et ou des créances enregistrées lors de la réception ou de l'envoi de la facture. Ces écarts peuvent entraîner des variations sur le montant des dettes ou des créances. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si les écarts se traduisent par une augmentation des créances et ou une diminution des dettes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un gain latent ? Regardez bien. Les écarts se traduisent par une augmentation des créances. À cause de la variation du taux de change, ça veut dire qu'à l'inventaire, les clients me doivent plus. Ou, à cause du taux de change, à l'inventaire, ça veut dire que je dois moins à mes fournisseurs hors zone euro. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un gain latent ? Une diminution des créances à l'envers et ou une augmentation des dettes, à cause du taux de change, les clients me devront moins. Et ou, à cause du taux de change, je devrai plus aux fournisseurs américains. Est-ce que vous êtes d'accord que, dans ce cas-là, on peut parler de perte latente ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là aussi, il faut faire attention au vocabulaire. S'il apparaît une perte latente, je vous rappelle qu'en comptabilité, vous devez toujours tenir compte de cette perte latente, d'accord ? Donc, on constituera une provision pour perte de change, mais s'il apparaît un gain latent, alors j'écris « il ne doit pas être enregistré, principe de prudence ». Si vous voulez, vous allez le voir, on va enregistrer de toute façon
le gain latent et la perte latente. Mais ce que je veux dire là surtout, c'est que si c'est une perte latente, en plus, il faut faire constater une dépréciation. Ça va, vous me suivez? D'accord? Donc s'il y a une perte latente, ça veut dire qu'il faudra passer 2 écritures. La perte latente plus, on va le voir, la dépréciation. Et si c'est un gain latent, il n'y a que le gain latent sans, évidemment, je ne sais pas quoi, faire des reprises de provision, ce genre de choses. Dans le cas d'un gain latent, par exemple, regardez bien, à l'inventaire, qu'est-ce qu'on va faire? Un gain latent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation du taux de change a pour effet d'augmenter la dette client et ou de diminuer, d'augmenter la créance client et ou de diminuer la dette fournisseur. Donc à ce moment-là, s'il apparaît un gain latent, à l'inventaire, on va faire 411 clients au débit, donc ça augmente le compte client, à 477,1, différence de conversion passif, gain latent sur créance. Et si c'est le contraire, je veux dire par là, le gain latent se traduit évidemment potentiellement par une diminution des dettes fournisseurs. Donc vous voyez, 401 fournisseurs à 477,2, différence de conversion passif. Donc c'est bien un gain latent sur une dette. Ça va, vous me suivez? Très bien. Dans le cas d'une perte latente, donc à l'inventaire, regardez bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une perte latente de la différence du taux de change a pour effet soit de diminuer le compte client, soit d'augmenter le compte fournisseur. Et à ce moment-là, c'est 476,1 à 411 ou 476,2 à 401. Très honnêtement, hein, si vous ne mettez pas 476,1, 476,2, mais vous mettez que 476, comme tout à l'heure, que 477, c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez, ça a pour effet, perte latente, vous diminuez, vous faites apparaître une diminution de la créance client, ou vous faites apparaître une augmentation de la dette fournisseur, sauf que dans ce cas-là, contrairement à ce que nous avons fait pour les gains latents, vous êtes obligé de constater en plus, obligatoirement, parce que c'est une perte latente, vous devez constater une provision pour perte de change. Donc, 686, alors 686,5, DADP pour risques et charges financiers, à 15,15, provision pour perte de change. Évidemment, on va prendre des exemples, bien sûr. Premier exemple, le 1,12N, lors de l'enregistrement d'une facture, le dollar est à 0,98 €, et à l'inventaire, le 31,12N, le dollar égale 0,95 €. S'il s'agit d'une facture de vente, est-ce que vous comprenez que c'est une perte latente? Pour une facture de vente d'1 $ par exemple, si le client nous avait réglé le 1,12, nous aurions échangé ce dollar à notre banque et nous aurions perçu en échange 0,98 €. Ça va, c'est clair pour l'instant? En revanche, la même opération effectuée le 31,12N, donc un mois plus tard, ne nous permettrait que de percevoir 0,95 €. Est-ce que vous êtes d'accord qu'entre les deux, il y a bien eu une perte latente? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit latente, au fait? On dit latent parce qu'il n'y a pas eu paiement encore. Ça va, vous me suivez? Ok? Il n'y a pas eu paiement. C'est pour ça qu'on appelle latente. D'accord. Ça va. Si, en revanche, il s'était agi d'une facture d'achat, est-ce que vous comprenez que dans ce cas-là, ça serait un gain latent, le fait que le dollar passe de 0,98 à 0,95. D'accord? On réfléchit. Pour une facture d'achat d'1 $ par exemple, si nous avions réglé le 1,12, nous aurions échangé 0,98 € contre 1 $ à notre banque. En revanche, la même opération effectuée le 31,12N, nous aurions échangé seulement 0,95 € contre 1 $, il y aurait bien eu un gain latent. Oui, parce qu'il faut bien comprendre ça dès le départ. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été assez clair. Nous sommes bien dans le cas ici où, par exemple, si vous achetez quelque chose, quand je dis en devise étrangère, ça veut dire quoi en français? Vous devez payer en dollars, par exemple. Ça veut dire, comprenez-le, peut-être que ça vous aidera à comprendre l'histoire des gains ou des pertes latentes. Ça veut dire que si vous devez payer en dollars, par exemple, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller à votre banque, d'apporter des euros, et en échange des euros, la banque va vous donner des dollars. Mais elle va vous donner des dollars au taux de change du jour où vous les demandez. Ça va, vous me suivez? Alors que si vous vendez en monnaie étrangère, un client va vous payer en dollars,
Ben vous, ce qui va se passer, vous allez apporter les dollars à la banque et les échanger contre des euros. C'est ça l'idée, hein, si ça peut vous aider à mieux comprendre. D'accord ? Deuxième exemple, le 1,12N, lors de l'enregistrement d'une facture, le dollar est à 0,95 €. À l'inventaire, donc un mois plus tard, il est à 1,02 €. S'il s'agit d'une facture de vente, est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, c'est un gain latent ? OK ? Pour une facture de vente d'$1 par exemple, si le client nous avait réglé le 1,12, nous aurions échangé ce dollar et le banquier nous aurait donné 0,95 €, alors que s'il nous paye un mois plus tard, dans cet exemple-là, on aurait apporté $1 et on aurait récupéré 1,02 €. Il y a bien un gain latent. Vous voyez, en raisonnant comme ça, c'est peut-être plus facile pour vous. Mais s'il s'agissait d'une facture d'achat, même principe mais à l'envers, à ce moment-là, ça serait une perte latente. Pour une facture d'achat d'$1 par exemple, si nous avions réglé le 1,12N, nous aurions échangé 0,95 € contre $1. On aurait apporté 95 centimes d'euros et on nous aurait donné $1, alors qu'un mois plus tard, pour avoir $1, il faut amener 1,02 € dans cet exemple-là. Donc il y a bien une perte latente. Ça va, vous voyez, pour savoir si c'est une perte ou un gain, on peut raisonner de cette façon-là. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'inventaire. Maintenant, enregistrement le premier jour de l'exercice suivant. Alors le principe, mais ça vous le connaissez déjà, on doit contrepasser exactement les écritures constatant les gains et ou les pertes latents. Alors, juste une petite remarque. Je vous ai expliqué là que potentiellement, regardez bien, pour un gain latent, en fait, il y a une écriture à passer. Mais pour une perte latente, il y a toujours deux écritures à passer. L'écriture de la perte latente plus la dépréciation. Vous me suivez ? Je dis qu'on doit contrepasser les écritures. Il y a une convention, attention, par convention, bien que ce ne soit pas interdit au sens strict, on ne contrepasse pas l'écriture de provision pour perte de change le premier jour de l'exercice suivant. En fait, la reprise de provision pour perte de change sera enregistrée lors de l'inventaire suivant. Mais maintenant, si vous voulez la reprendre le premier jour qui suit l'inventaire, vous avez le droit. Mais dans le monde réel, ça ne se fait pas comme ça. Ça va, vous me suivez ? OK. Conséquence. Après les écritures de contrepassation, le solde des comptes revient à ce qu'il était avant l'inventaire, sauf la provision pour perte de change. Donc la contrepassation permet de solder les comptes 476 et ou 477, puisqu'on contrepasse. Ça va, vous me suivez bien ? Puisque par exemple, vous allez passer à l'inventaire 411 à 477, gain latent. Le lendemain de l'inventaire, vous contrepassez, vous annulez le 477 et vous revenez donc à la situation antérieure. Ça va, vous me suivez ? Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? On y va d'un point de vue chronologique. Lors du règlement de la dette ou de la créance, eh bien, évidemment, encore une fois, des différences de change peuvent être constatées. Selon le cas, il faudra faire apparaître un gain de change ou une perte de change, et cette fois-ci, ils ne sont plus latents, mais ils sont réels puisqu'il y a règlement. Tant que ce n'est pas payé, réglé, c'est latent, mais une fois que c'est payé, c'est pas latent, c'est réel. Donc c'est plus des gains de change ou des pertes de change latents, ce sont des gains de change ou des pertes de change réels. Alors premier cas, s'il s'agissait d'une perte de change le jour du paiement, sur une créance, qu'est-ce qu'on va faire ? 512 banques pour le cours de règlement au débit, 666 pertes de change à 411 clients au cours de facturation, tout simplement. Donc le compte client est soldé, mais il règle moins que ce que nous avions enregistré lors de la facturation. Donc la différence est bien une perte de change. Sur une dette maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va débiter le compte 401, fournisseur, on débite le 666 perte de change et on crédite banque au cours de règlement. Puisqu'on dit que dans ce cas-là, il y aurait perte de change, oui, le compte fournisseur est soldé, mais nous réglons plus au fournisseur que ce que nous avons enregistré lors de la facturation. Il y a bien une perte de change. Maintenant, s'il s'agissait d'un gain de change le jour du paiement, donc vous avez compris, c'est la même chose à l'envers. Sur une créance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va débiter la banque pour le cours du jour du règlement, d'accord ? On va créditer le compte client pour le cours de facturation, et donc la différence, ça veut dire qu'on va encaisser plus que ce que le client nous devait au niveau du cours de facturation. On va créditer le 766 gain de change.
bien entendu, le règlement ayant été effectué, s'il existait une provision pour perte de change, alors il faudra la reprendre, d'où l'écriture 1515 à 781. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Alors, cette écriture de reprise de la provision pour perte de change, encore une fois, vous avez compris, la passer le lendemain de l'inventaire, ça se fait pas. Le jour du paiement, ça se fait rarement aussi, sinon à l'inventaire qui suit. C'est souvent à ce moment-là que ça se fait. Et sur une dette, bien entendu, à ce moment-là, 401 fournisseurs au cours de facturation, à 766 gains de change et 512 banques pour le cours de règlement. Ça va, vous me suivez? Alors, je mets quelques petites remarques. Bien entendu, le règlement ayant été effectué, s'il existait une provision pour perte de change, alors il faudra la reprendre, d'où l'écriture 1515 à, toujours pareil, 781. Théoriquement, on reprendrait cette provision à l'inventaire qui suit le règlement, mais on peut parfaitement accepter l'écriture de reprise à la date de règlement. Et ça fait 3 fois que je vous le dis quand même. Hein, d'accord. Où se trouvent dans le bilan les comptes 477, différence de conversion passif, et les comptes 476, différence de conversion actif. Alors, les comptes de bilan, je vous rappelle, à 1, 2, 3, 4, 5, à solde, fin de période débiteur vont à l'actif, et les comptes de bilan 1, 2, 3, 4, 5, à solde, fin de période créditeur, vont au passif. Donc, comme le compte 477 ne peut être que créditeur ou nul, donc il va au passif, eh bien il est situé dans un vrai bilan, tout en bas du passif, dans ce qu'on appelle les comptes de régularisation. Vous voyez, en bas du passif, par exemple, il y a produit constaté d'avance et 477, donc différence de conversion passif. Et le compte 476, il ne peut être que débiteur ou nul. Un compte de bilan, à solde fin de période débiteur, va à l'actif. On ne change pas d'avis. Eh bien, il va à l'actif, tout en bas de l'actif, avec les comptes de régularisation en dessous, par exemple, les charges constatées d'avance. OK ?